Donc, ce soir, premier atelier, cultivons la compassion et la motivation au cœur du bien-être durable. Ça dit beaucoup de choses, c'est un sujet très vaste qui va toucher beaucoup de points en espérant que ça va pouvoir vous aider à mieux comprendre tout ce qui englobe la maladie de l'obésité. Alors, bienvenue au premier atelier de Parlons Obésité. J'ai l'incroyable chance de pouvoir présider pour la prochaine année ce volet de Parlons Obésité. Nous sommes très, très, très heureux de vous accueillir pour un atelier en français. Il existe énormément de trucs en anglais sur l'obésité, un peu partout au Canada, mais c'est le tout premier volet français. Donc, je suis très heureuse de pouvoir chapeauter ce magnifique projet. Les ateliers vont pouvoir vous être offerts, vont vous permettre, dans le fond, de pouvoir avoir un espace dédié pour de l'éducation, du soutien, vous permettre de faire des échanges aussi avec des professionnels de la santé, créer une communauté bienveillante face aux personnes qui sont touchées par l'obésité ou leurs membres de leur famille, mais également par les défis de la santé métabolique et la santé globale qui entourent vraiment l'obésité. La Journée mondiale de l'obésité, qui est le 4 mars prochain, le premier atelier que nous faisons aujourd'hui est bien sûr dans le cadre de cette journée. Cette année, à chaque année, les thèmes sont différents, mais cette année, le thème de obésité, de la Journée mondiale de l'obésité est changer les systèmes, créer des vies plus saines. Un sujet très vaste, mais qui montre à quel point l'obésité n'est pas juste une question de chiffres sur une balance, mais bien d'une santé globale, donc qui va toucher toutes les sphères de votre vie, que ce soit physique, psychologique, votre environnement. Donc, c'est vraiment une partie qui est très vaste et c'est ce que de cette année, le thème vise, c'est vraiment de vous aider à aller toucher toute cette partie-là. On sait que la journée mondiale de l'obésité a un but précis, c'est bien sûr de sensibiliser les gens, de les éduquer, de briser tous les tabous et les stigmas qui sont derrière, mais aussi d'apporter un changement dans le regard des gens face à la maladie, qui malheureusement encore est souvent pour certaines personnes un choix, donc un choix de vie. On décide de vivre avec l'obésité alors que plutôt c'est vraiment une maladie chronique. Et cette journée-là va également donner l'opportunité à tout le monde, que ce soit les travailleurs de la santé et les gens vivant avec la maladie, de travailler ensemble vers un avenir où la santé, le bien-être vont devenir accessibles à tous. Donc, je me présente, Tammy Cadieux, la présidente de Parlons Obésité. Je suis infirmière clinicienne, je travaille au Centre de médecine métabolique de la Nodière à Terrebonne. C'est une clinique spécialisée dans le suivi de la clientèle atteinte de maladies métaboliques, dont le diabète, l'obésité, la stéatose hépatique, ce qu'on appelle le foie gras, l'hypertension, le cholestérol et plusieurs autres maladies qui vont vraiment toucher la maladie métabolique. Je suis infirmière, je fais de la formation à mes patients, mais on est également dans un volet de recherche pour pouvoir pousser les nouvelles molécules qui vont pouvoir vous aider dans le suivi de cette maladie-là. Mon objectif à moi cette année, c'est vraiment de vous accompagner puis de vous donner l'opportunité d'échanger dans le but d'aller chercher des informations qui vont vous permettre d'avoir une meilleure qualité de vie, d'avoir une meilleure santé globale, puis de vous aider à comprendre que c'est pas de votre faute. C'est une maladie, c'est là, ça n'a rien à voir avec vous. Puis on va essayer de vous donner les outils nécessaires pour être capable de prendre tout ça en charge puis de dire wow, j'ai réussi à accomplir des choses parce que je comprends maintenant que ce n'est pas de ma faute, puis que je peux juste aider à ma santé globale plutôt que juste de dire, ben j'ai juste à changer des choses, ma vie va aller mieux. Je pense qu'on va vous aider à travers de ça. Le thème de cette année pour les ateliers qui vont suivre, c'est l'amour et la compassion. L'amour et la compassion, c'est quoi ça rapport, ça, avec l'obésité? On le sait que l'amour et la compassion passent par toutes sortes de sphères. La première, c'est envers nous-mêmes et envers les autres. Souvent, on a tendance à être extrêmement sévère envers nous-mêmes. On a tendance à se flageller à chaque fois qu'on fait quelque chose de pas correct. Donc, vraiment, on va essayer de retrouver ensemble, surtout aujourd'hui dans l'atelier, avec notre invité spécial, de dire comment je peux m'aimer à travers de ma maladie, comment je peux aimer ce que je fais, comment je peux aimer malgré tous les stigmas, le regard des autres, comment je peux travailler à travers de ça. Parce que le jugement, il est facile et le jugement est encore beaucoup trop présent, malheureusement. Il va y avoir différents ateliers au courant de l'année. Un qui est aujourd'hui, qui est Cultivons la passion, la compassion, pardon, et la motivation au cœur du bien-être. Il va y avoir au mois de mai le mouvement comme médecine, libérer le pouvoir de l'activité physique pour rester en santé toute sa vie.
Et au mois d'octobre prochain, la perte de poids démystifiée. Parce que ça aussi, on a toujours l'impression que l'obésité, c'est juste un chiffre sur une balance. C'est beaucoup plus complexe que seulement un résultat. Puis il y a beaucoup de choses autour de tout ça. Je vous présente notre première personne qui m'accompagne, qui est la coprésidente avec moi de Parlons Obésité, qui est Cynthia Falardeau. Cynthia est une orthopédagogue de profession, c'est une maman de 2 ados. Cynthia, qui est une femme active et extrêmement dynamique, vous allez le voir. C'est une femme vivante. C'est aussi une femme vivant avec l'obésité qui a réussi à perdre avec un bon suivi 90 livres, ce qui est quand même assez incroyable. Et elle a une passion et elle tient très à cœur là, la cause et souhaite participer pour vous aider dans cette compréhension-là. Elle prône beaucoup l'acceptation de soi et la confiance de soi comme personne vivant avec cette maladie-là. Cynthia, est-ce que tu voulais peut-être dire un petit coucou pour te présenter? Ben, alors, bonsoir à tous. C'est une première et je suis très heureuse d'en faire partie. Je vous accompagnerai aussi avec Tammy au fil de l'année. Donc, pour qu'on puisse démystifier, mon rôle va être un peu différent. Mon rôle va être effectivement d'avoir la lunette patient, de partager mon expérience. Vous aurez la chance de découvrir au fil des rencontres que je suis quelqu'un qui est ni blanche ni noire. Je suis très grise dans l'optique où j'aime qu'on nuance, j'aime qu'on apporte des précisions. Donc, effectivement, je vais apporter mon grain de sel à ce niveau-là. J'aurai la chance de partager aussi mon expérience. Perdre 90 livres, moi, j'ai eu un petit coup de pouce au niveau de la médication. Chacun a son parcours. J'ai aussi une vision différente. Je suis une personne qui s'est toujours entraînée depuis que je suis jeune. Donc, ça va me faire plaisir de partager puis d'amener mon point de vue au cours des rencontres. Super. Maintenant, je vous présente notre invité du jour, notre invité spécial que je ne connaissais pas avant quelques semaines, qui est un docteur, psychiatre, chercheur, professeur, mais surtout un passionné. Il travaille à l'UCPQ, donc à l'Université de Laval. Il travaille beaucoup dans le suivi de la clientèle avec l'obésité, les comportements alimentaires. Il touche beaucoup aussi la stigmatisation derrière tout ça. Docteur Issetta, je vous laisse vous présenter. Oui, tu l'as très bien fait. En effet, je suis un psychiatre qui s'intéresse à la question de la santé mentale en interaction justement avec l'excès de poids au sens très large, l'obésité aussi dans le sens, et puis on pourra en parler là, de ce qu'on définit par l'obésité, hein, c'est-à-dire quand le tissu adipeux dysfonctionne. Puis, je suis un passionné, je suis un amoureux des tissus adipeux. Moi, je trouve que c'est un tissu incroyable, merveilleux, dans ses interactions au corps, au cerveau, mais qu'il faut qu'on apprenne à le regarder différemment aussi, au-delà justement, comme on disait, du poids sur la balance ou quoi que ce soit. Donc, je suis vraiment très honoré et touché d'être là ce soir aussi pour cette première. C'est comme beaucoup de pression d'être au lancement, mais ça va être sur une super soirée. Et puis, je pense que l'idée, c'est qu'on soit un peu comme à la maison, là, et qu'on se sente très à l'aise d'échanger, de poser les questions que vous avez en tête, qu'on puisse peut-être essayer de discuter des choses pratiques. Enfin, c'est pas une conférence où on est là pour distribuer du savoir et puis vous écoutez. Je pense que l'idée, c'est vraiment d'être dans une grande interactivité. Puis j'espère qu'on va y arriver. Là, je suis très enthousiaste. Bien, super. Avant de commencer, je voulais, à vous, auditoire, si vous avez envie d'interagir, de discuter, de poser des questions, ne vous gênez pas. C'est un atelier qui est là pour vous. Donc, nous sommes à votre disposition là, pour pouvoir vous aider. Vous avez juste à aller dans le chat, là, dans la section discuter et seulement inscrire, là, puis je vais pouvoir aller lire à l'intérieur de ça. On sait que la journée mondiale de l'obésité et le travail des professionnels de la santé qui travaillent là-dedans encourage beaucoup le changement de perspective par rapport à l'obésité. On le sait que l'obésité, ce n'est pas une question de choix, mais c'est bel et bien un problème de santé. C'est reconnu comme une maladie chronique et pas un échec personnel. Si je commence avec vous, docteur Issetta, dites-moi pourquoi le changement de cette perspective-là est-elle importante Mais dans notre quotidien? juste avant de répondre, je me permets juste, puisqu'on parle ce soir d'amour et d'autocompassion, là, si des gens ont besoin de faire des pauses au cours, de s'absenter, d'éteindre leur caméra, de l'allumer, etc., faites ce qui est bon pour vous, puis profitez de ce temps-là pour ça. Je lance ça au début. Pourquoi? Parce que, pour revenir à la question, la science, c'est les politiques savent peut-être moins. Les personnes qui vivent avec un excès de poids, j'allais dire, le savent aussi moins, hein, puis on le sait, ce qu'on va appeler le biais, la stigmatisation, elle va ce qu'on appelle s'internaliser. À un moment donné, elle va venir une partie de soi-même, ce qui fait que soi-même, quand on vit avec un excès de poids, on va parfois prendre en compte ce que la société nous dit de nous comme quelque chose de vrai.
Et ça va venir nous pénaliser dans notre rapport à la vie de tous les jours. Donc, c'est pour ça que quand on dit on sait, oui, la science sait qu'on a besoin de changer ce regard-là, mais j'ai envie de dire, on a vraiment besoin de le faire savoir. Et c'est un peu tout l'enjeu, peut-être certains d'entre vous le savent, le Lancet a fait une grosse commission d'obésité qui a publié des résultats là, en début d'année, en janvier. Puis ce qu'ils sont venus me dire et qui est vraiment intéressant, c'est que tout excès de poids n'est pas une maladie et n'est pas une obésité. Puis je pense qu'il faut le redire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le tissu adipeux va se mettre à dysfonctionner et représenter un danger pour la santé. Et c'est là où on va commencer à parler de maladie. Puis ce qui est intéressant, le psychiatre que je suis est allé lire un peu ces recommandations-là. Et quand on relie un peu l'aspect santé mentale, et ben on voit que c'est encore un peu compliqué de se statuer sur est-ce que la santé mentale peut être une complication de l'obésité ou pas. Donc là, moi, je vais sortir de la recommandation. Je veux dire que oui, on sait que l'excès de poids peut impacter la santé mentale et la santé mentale peut impacter aussi le poids corporel. Ça marche dans les deux sens. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse apprendre justement à cultiver ça. Ouais, c'est ça. Donc, on sait, mais on ne sait pas tant que ça. On a encore beaucoup de choses à découvrir. Par contre, il est important qu'on dise que ce n'est pas une question de volonté. Là, puis, moi, je profite et je partage toujours en consultation, par exemple, quand je vois des personnes qui vivent avec des excès de poids et des parcours douloureux. Souvent, le discours est même très centré là-dessus, en disant j'ai échoué, je n'y suis pas arrivé. Vous voyez, vous êtes ma dernière chance. Alors, je commence à me dire, oula, oula, on arrête tout de suite là. Si vous aviez la possibilité de choisir, de vivre sans excès de poids, sans ces complications-là, est-ce que vous le feriez? Si c'était aussi simple que de le dire, oui, donc c'est que c'est pas aussi simple que ça. Puis faut replacer ça là. Il y a comme ce vécu-là qu'on a toujours échoué, que c'est difficile. Puis quand on parle d'amour envers soi-même, ça commence par ça, reconnaître que c'est pas une question de sa propre volonté. Et que sinon, ce serait fait. Il n'y a personne qui désire se voir souffrir à tous les jours. Quand c'est le cas, parce qu'on peut très bien vivre à nouveau avec un excès de poids et ne pas souffrir, ça c'est autre chose. Mais c'est pas vrai qu'on choisirait cette solution-là. Je connais personne qui choisit volontairement de se faire souffrir. Ou alors, en effet, il y a peut-être une place dans un bureau pour un psychiatre, là. C'est une autre question. C'est une autre question. Reconnaître, reconnaître ça, changer son vocabulaire vis-à-vis de soi-même, c'est le premier pas, moi, je trouve, de l'amour qu'on peut s'accorder, puisque c'est le thème de la soirée, là, envers soi-même. Et vous faites ça comment avec un patient? Lui dire que c'est important d'apprendre à se trouver beau, à s'aimer, à s'accepter. Comment vous réussissez dans le quotidien à convaincre les gens de dire on est au-delà de notre image corporelle? Comment vous réussissez à faire ça? J'ai pas la prétention de convaincre. Mais c'est déjà une grosse différence. Moi, je partage ce que je pense. Je ne l'impose pas comme une vérité. Par contre, il y a une chose que j'accepte pas quand on est en consultation, c'est qu'on dise du mal de soi-même. C'est-à-dire que la première chose que je fais, c'est pour ma part de nommer que ce vocabulaire-là, moi, me gêne. Que c'est difficile pour moi d'entendre parler les gens comme ça d'eux-mêmes. Souvent, hein, je vais interroger en disant, voilà, stop. Ça, c'est pareil, quand je faisais la thérapie de couple, c'était pareil. Là, j'acceptais pas qu'on critique le partenaire, etc. C'est un endroit de sécurité qu'il faut apprendre à se créer. Puis ça commence par reconnaître justement les choses qui, pour moi, sont négatives. Donc souvent, je vais dire aux patients, non, moi ça, je peux comprendre que vous le disiez, je peux comprendre d'où ça vient, mais par contre, là, au cours de la consultation, on va essayer de ne pas faire ça. C'est intéressant. Non, je mets en pratique directement. Puis j'ai envie de Et dire aussi, là, pour faire du pouce, moi, je suis de celles qui s'habillaient de la même façon, 90 livres en plus ou là, 90 livres en moins. Je trouve ça tellement important de s'aimer, là. Je me dis, et s'aimer au-delà de son enveloppe corporelle. Ça se peut que tu n'aimes pas tes joues, ça se peut que tu n'aimes pas tes bras, mais au-delà de ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose que tu aimes chez toi. Qu'est-ce qui va... Moi, dans mon cas, c'était, j'aimais m'habiller avec des vêtements que je me trouvais belle. J'essayais d'habiller ma silhouette pour m'avantager. Ça, c'est ce qui me faisait, moi, plaisir. J'aimais prendre soin de ce côté-là. Mais il y a aussi, tu l'as dit, Sylvain, tantôt, mais de ne pas se flageller. J'aime me parler comme si j'étais ma meilleure amie. Jamais je dirais à ma meilleure amie, oh, t'as vraiment, t'as pris du poids ou, oh. Ben, pourquoi je me le dirais à moi? Pourquoi moi, je me l'infligerais? Alors, tu sais, souvent, parce qu'il y a des moments où c'est houleux, hein? Il y a des moments où on se sent donc bien belle, puis on se sent bonne, puis on a confiance. Puis il y a d'autres moments où ça va pas pantoute, même si je considère que j'ai une bonne estime de moi-même depuis longtemps. Mais je trouve que d'avoir cette lunette-là de Hey, dirais-tu ça à ta meilleure amie, toi? Non, ben c'est ça. Changer notre discours interne, c'est pas facile. Il y a des journées, je le répète, où ça va moins bien. Mais je pense que si on prend cette habitude-là de dire Ouais, pétard, aujourd'hui, moi, j'ai réussi mes cheveux. Ah, j'ai réussi là, ah, mon regard, là, mon regard est perçant. Ah, j'aime.
aller miser. Et le cerveau, je crois, est bien fait. Je suis loin d'être neuropsy, mais de se dire souvent des qualités ou des forces fait en sorte que crème bien, on y croit, là. Donc, moi, j'aime ce côté-là. Puis le fait aussi de dire que c'est un problème au-delà d'une conviction ou d'un manque de volonté ou de. C'est, oh, OK, il y a quelque chose qui m'appartient, mais il y a aussi une partie où j'ai moins de contrôle. Puis il y avait comme quelque chose de rassurant là-dedans aussi, de faire, OK, et est-ce qu'on a des outils par la suite? Fait que je pense que de reconnaître ça comme un problème de santé officiellement, ben ça allume aussi d'autres lumières. Puis après, on dit, ben là, une approche globale, allons-y, allons chercher du soutien à l'extérieur. Donc, mais j'aimais l'idée de dire prendre soin de soi, mais aussi de se parler comme si on était notre ami, là. Dans mon cas, moi, c'était vraiment quelque chose qui était très aidant. Je veux élaborer sur ce sujet-là. Souvent, j'ai des patients dans ma pratique qui vont me dire, si je perds du poids, je vais pouvoir m'aimer. Mm. Vous en pensez quoi, tous les deux, sur ce sujet-là? Moi, j'ai envie de dire, là, puis moi, je répète, moi, j'aime nuancer, mais moi, je trouve ça triste. Je trouve ça triste dans l'optique où, et pourquoi tu t'aimerais pas maintenant? Qu'est-ce qui fait en sorte que ton enveloppe corporelle mérite ou non d'être aimée? Non, non, t'es aimé, puis après, tu as le choix. Comme tu l'as dit, Tammy, est-ce que toi, tu souhaites perdre du poids? Dans mon cas, moi, c'était au niveau, OK, j'avais pas de maladie associée, mais je sentais que ça pouvait arriver, là. Reste que la science, docteur Issetta, vous le direz, mais il y a d'autres maladies aussi associées à l'obésité. C'est pas juste de dire je me sens pas bien. Moi, j'étais bien dans mon corps, je faisais du sport, je me suis jamais cachée, j'ai porté des bikinis, mon Dieu que j'aimais ça. Mais c'est ça, c'est au-delà de ça, de dire, ben effectivement, aime-toi au-delà de l'enveloppe corporelle, mais ça ne veut pas dire non plus nier qu'il y a des maladies associées, puis nier avoir besoin d'aide. Je pense qu'on peut distinguer les deux, dire, je m'aime, je suis bien dans ma peau, mais j'ai quand même besoin d'aide pour aller perdre cet excès de poids-là, pour être en santé maintenant, mais aussi au futur, là. Comme un juste milieu entre la déresponsabilisation totale et la culpabilisation massive, quoi. On n'est pas obligé d'être dans l'extrême de l'autre. Il y a un commentaire de Christian dans le chat, je me permets de nommer Christian, mais, qui est intéressant, qui parle de la body neutralité, là, d'être plus dans une neutralité corporelle que dans une positivité à tout prix. Mais je crois que c'est la même chose avec l'amour. Depuis quelques années, là, on voit tous les courants extrêmement positifs qui émergent et puis on est tous d'accord qu'il faut réapprendre à mettre de l'amour quelque part pour soi, pour notre vie. Mais ça ne veut pas dire tomber en adoration de soi-même. On a comme l'idée que l'amour pour soi, l'amour pour l'autre doit être comme cette espèce de sentiment de Cupidon qui viendrait nous heurter d'une flèche et que d'un coup on tomberait en pamoison devant son image dans le miroir. Là, on a quand même c'est autre chose cultiver l'amour pour soi. Et puis, moi, il y a un des exercices là, puisque bon, la cantine, c'était aussi de donner des trucs pratiques. Moi, il y a un exercice que j'adore proposer. Et on parlait du miroir. Alors, il y a l'ami bienveillant, hein, se parler comme si on parlait à notre ami. Celui-là, c'est un exercice qui est plutôt connu. Mais il y en a un autre que j'aime bien, moi, c'est se mettre en face du miroir et puis nommer trois choses positives sur soi ou sur sa journée. Pourquoi en face du miroir? C'est parce qu'on va réapprendre à associer son image à de la positivité ou en tout cas à un constat de choses qu'on est capable de faire à ses propres qualités. Alors que d'habitude, on a du mal à recevoir un compliment, on va avoir tendance à l'éviter, on vit ça de façon peut-être parfois un peu gênante. Donc se remettre face à soi-même et puis se dire, bah, aujourd'hui je suis arrivé à l'heure au travail. Ça paraît bête, mais c'est une preuve de respect dans ma culture à moi. Et je suis content de ça. Mais c'est pas de se dire, oh, je suis génial, je suis arrivé à l'heure au travail. C'est pas ça, c'est de remettre justement de la reconnaissance, dans ce qu'on fait de la reconnaissance à soi-même. J'ai pris le temps de respecter une valeur, de respecter quelqu'un. Aujourd'hui, je me trouve agréable à regarder. Mais parfait, on n'est pas obligé de dire que je me trouve beau. On peut dire que je me trouve agréable à regarder. C'est un premier pas. Puis, en fait, de cultiver cet exercice régulièrement, donc idéalement tous les jours, mais régulièrement, on va apprendre en fait à ne pas associer son image de soi à des pensées négatives, de découpler ça. Et puis, je crois que c'est vraiment le premier pas là. Quand on parle de neutralité, ben, c'est ça aussi, c'est d'arrêter d'être dans un jugement négatif. Et je le redis, je l'ai dit en pointillé au début, là, ce jugement négatif, la plupart du temps, on l'hérite. Mhm. On l'hérite parce qu'on a porté des jugements sur nous, parce que la société a porté des jugements là-dessus. Il y a une très belle étude comme ça qui a été faite sur des patients de la cohorte Weight Watcher, à sa vie, je crois qu'on appelle ça au Québec. Je suis désolé, des fois j'ai comme des mal avec. Non, Weight Watcher, ça existe aussi ici. Bon, bref, on s'en moque, c'est pas très important. Sur plusieurs milliers de patients, et puis on a demandé s'ils vivaient de la discrimination, et dans la majeure partie des cas, c'est des patients avec des excès de poids, oui. Et quand on demande où avez-vous vécu cette discrimination, ben, l'endroit qui est le plus souvent nommé, l'endroit symbolique, c'est la famille, les proches.
Donc le premier lieu de discrimination, c'est censé être cet espace sécuritaire. Donc c'est là où je dis, quand je dis qu'il faut remettre de la neutralité, il faut remettre de la distance, il faut aller apaiser ça, faut rendre ce qui est à César, comme on dirait. Là, c'est aussi ça, c'est de comprendre ce qu'on a hérité, comprendre ce qui est un jugement extérieur, et puis de se réattribuer à soi ces actions positives, d'où l'exercice du miroir. Je reboucle sur mon exercice, qui je trouve est génial, et qui est un premier pas justement pour aller déjà sortir de cette négativité, pour rentrer dans quelque chose de plus neutre. Et si je peux me permettre, on parle beaucoup de la sécurité, des endroits où on se sent en sécurité. Il y a quelqu'un dans le chat qui parle, malheureusement, qu'il y a encore des professionnels de la santé qui vont juger l'obésité, qui vont dire que c'est une question de choix, puis que tu as juste à manger moins et pas à bouger plus. Et malheureusement, c'est encore une réalité. On le vit dans notre quotidien, on le voit. Et ça ne devrait pas avoir lieu d'être parce que ça devrait être un endroit sécuritaire où on peut se permettre de venir parler de notre état de santé, de parler de nos préoccupations, puis de se sentir bien. Je suis vraiment triste que vous viviez cette situation. Je pense qu'on peut toujours aller chercher des conseils. Puis je sais que de médecin de famille, c'est difficile de changer de médecin. L'accessibilité est extrêmement difficile, mais des fois, vous pourriez demander une référence puis essayer d'être suivi dans une clinique où vous pourriez peut-être aller chercher de l'aide pour cette partie-là. Quand on parle aussi des défausses par rapport à l'obésité, on parle de stigmatisation, on parle de grossophobie. Il y a énormément de facteurs externes aussi qui viennent, j'allais utiliser un mauvais mot, là, mais qui viennent alimenter beaucoup. Là, on parle de réseaux sociaux, Facebook, les vidéos qu'on peut voir sur Internet. Comment on fait, d'après vous, là, je parle de d'après vous deux, pour être capable de lutter puis d'essayer de changer ça? Est-ce qu'on devrait être juste plus présent? Est-ce qu'on devrait, on voit énormément de publicité sur tout ça, puis on voit toutes sortes de publicités mensongères, là, que pour perdre du poids, c'est bien, bien, bien facile. On a juste à faire un régime sec ou on a juste à prendre une injection une fois par jour ou une fois par semaine. On voit toutes sortes d'idées préconçues. Comment on fait pour lutter ça, selon vous? J'y vais, Sylvain? Après la science parlera. J'ai envie de dire, moi, de démystifier, d'éduquer. Moi, je pense qu'en éduquant, c'est là où on va avoir justement accès à l'oncle ou moi, j'ai eu un ami au gym après avoir perdu du poids, sachant que je prenais une médication pour, comme coup de main, il m'a dit, oui, mais là, maintenant, tu vas être correct, j'ai confiance en toi, maintenant, tu vas être correct. Mais c'est pas, mais non, mais c'est bien plus que ça. Je te jure que je voulais avant, j'en ai essayé plein, des régimes drastiques, j'en ai essayé, mais ça va au-delà. Avant, j'étais gênée de le dire, maintenant, je ne le suis plus. J'ai maturé, mais c'est de dire, c'est ça, de dire au-delà, de démystifier, d'éduquer. Je pense aussi si on a la chance d'avoir une diversité des corps aussi à l'écran, on en voit de plus en plus. Il y a quand même une légère amélioration, je crois aussi, mais de faire, mais tous les corps sont beaux. Et c'est pas parce que là, on voit une personne obèse que là, fait en sorte que, ah ben là, on parle juste en négatif d'elle dans l'annonce, on va la voir dans un état plus dégradant, mais de faire, ben non, mais moi, là, j'étais en surpoids, je m'entraînais, là. Je faisais de la course, donc, ça se peut des personnes qui vivent avec l'obésité et qui font du sport. Donc, tu me dis, si on peut changer la diversité corporelle à l'écran, si on peut envoyer un message plus positif et en éduquant, évidemment, là, moi, je pense que ça, c'est à la source. Docteur Issetta, qu'est-ce que vous en pensez? On partage l'idée qu'il faut éduquer, mais on voit à quel point c'est difficile hein, aussi d'arriver à créer cette éducation. Je pense qu'on est, et puis on n'est pas très bon, nous les scientifiques, les médecins pour faire ça. Puis je pense que c'est tout l'intérêt des associations de patients, des courants plus militants, parce qu'on peut se permettre de faire d'autres choses que nous, on ne ferait pas peut-être d'un point de vue plus académique. Mais on a beaucoup à faire pour transmettre ça. Et puis on le voit, hein, nous on a publié 2 études là récemment qui montrent que les jeunes, hein, que ce soit les jeunes psychiatres en France, en première, ou les plus jeunes sortant de l'université, ben, ont plus de degrés de stigmatisation que les plus anciens. Probablement parce qu'il y a moins d'exposition, parce qu'ils débutent leur carrière, etc. Donc, on voit qu'il y a beaucoup encore à faire et puis que le combat est loin d'être gagné à ce jour. Le manger moins, bouger plus, et je pense que c'est comme un raté de communication de la du dernier demi-siècle. Là. On aurait mieux fait d'appeler ça manger mieux, bouger mieux. Tu sais, déjà, rien que ça aurait été comme plus intelligent. Ben, on ne peut pas juger l'histoire là. Mais ceci, c'est très important, ce choix de terme, parce que je pense que mieux manger, ben, c'est améliorer sa santé, c'est prendre soin, indépendamment du chiffre sur la balance. On s'en moque du chiffre sur la balance. Ça, Mhm.
peut pas s'en moquer complètement, mais moi, je serais très pour qu'on s'en moque complètement. Je ne demande jamais le poids à mes patients. Jamais. Sauf si vraiment c'est un sujet qu'on aborde de façon très aiguë, là, mais sinon, je n'aborde pas ça parce qu'on va parler de la qualité alimentaire. Quand on parle de l'activité physique, là aussi, et puis vous en parlerez au prochain, la prochaine rencontre, mais tu sais, l'activité physique, ça fait du bien à l'anxiété, ça fait du bien au moral, etc. Mais quand on parle d'activité physique, on ne parle pas d'aller suer sur un banc à la salle. On a beaucoup cité le gym, là, mais il n'y a pas que ça, quoi. Enfin, Mhm. c'est très large qu'on peut faire pour se faire du bien, prendre une marche, aller expérimenter plein de choses. Et donc, c'est un peu tout ça, là. Je trouve qu'avec ce manger moins, bouger plus, là, on a comme laissé l'idée que c'était une simple équation métabolique, ce qu'on a beaucoup cru pendant longtemps aussi, hein. Et on sait aujourd'hui que c'est faux. Là, toutes les études montrent que les régimes font reprendre du poids, quelle que soit la méthode de régime choisie. Ça, faut bien se le dire aussi, là. Donc, tu sais, donc oui, il y a des efforts alimentaires qui peuvent être faits pour améliorer la qualité, mais tu sais, c'est pas ça qui va amener à une perte de poids pérenne et durable si c'est pas accompagné de toute une série d'autres mesures. On parlait de la prise en charge quelque part holistique. Moi, j'ai envie de dire, là, on a besoin d'aller chercher cette prise en charge transversale pour accompagner. Mais on est encore bien trop souvent dans une espèce de démarche simpliste qui est t'as qu'à bouger plus et manger moins. J'y avais pas pensé, merci de me le dire. Ça aussi, hein, quand on parle d'éduquer les autres, parfois c'est de leur répondre aussi sur le registre qui nous est. Moi, je suis un peu provoque. Parfois, on n'y avait pas pensé, c'est gentil de nous l'apprendre maintenant. Vous avez le droit de répondre ça aussi, hein, quand on parle de s'affirmer puis de se faire du bien, c'est-à-dire, bah, écoute, ta remarque mérite un peu. Si tu penses que je suis assez nounoun pour pas y avoir pensé, c'est que vraiment, ça vaut pas la peine qu'on se parle plus. Ça commence par ça aussi, des fois, s'aimer. C'est de poser une limite. On a le droit de le dire. Et puis, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est important. Le respect mutuel est important. Donc, je pense que la façon dont on s'exprime envers nos patients ou envers nos collègues, les membres de notre famille, passe par le respect. Et souvent, on a tendance à juger beaucoup plus facilement en s'imaginant que les gens ils n'ont pas de connaissances ou ils ne connaissent pas. Alors que si on y va en se disant, ben, peut-être que tu ne sais pas, ou je ne sais pas si tu sais que. Je pense qu'il y a une façon de s'adresser aux gens qui peut faire une différence énorme. Il y a beaucoup de commentaires dans les chats qui reviennent sur l'estime de soi, c'est au-delà de l'image corporelle. Puis je voulais un petit peu revenir sur ce bout-là en disant que quand on traite l'obésité, on traite une maladie, donc on traite des symptômes, on traite un risque de comorbidité, donc un risque de développer d'autres complications. Fait qu'on s'adresse à une problématique. On ne s'adresse pas à un chiffre sur une balance, donc on ne s'adresse pas à une image corporelle. Fait qu'aujourd'hui, le thème, c'est vraiment d'aller parler de comment nous, on se sent par rapport à ça. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on ne s'aime pas, comment on peut faire pour pouvoir changer les choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'adresser. Fait qu'on peut être bien dans notre corps, être heureux, puis au-delà du poids sur la balance ou de notre image corporelle, on est des gens brillants, avec des idées, avec de l'humour, avec de l'amour à offrir aux autres. On est de parents, on est de bons amis, on est plein de choses au-delà du chiffre sur la balance ou de l'image dans le miroir. Et je pense que c'est le but de la rencontre d'aujourd'hui, c'était ça. C'était de montrer à quel point nous sommes des individus à part entière et pas juste ce qu'on peut montrer aux gens au premier abord, mais tout ce qu'il y a à découvrir derrière cette enveloppe corporelle qui parfois peut apporter toutes sortes de souffrances. Si tu me permets, il y a une métaphore que moi j'aime bien utiliser aussi, qui est celle un peu que notre corps, mais tout autant que notre mental, on peut le faire à peu près avec n'importe quelle partie de soi, le corps, l'esprit, le mental, ce que vous voulez, l'appelez comme vous voulez, comme un objet précieux là, qu'on ne peut pas remplacer. Globalement, on sait, notre corps en un on ne peut pas le remplacer, là, à l'heure actuelle, ça n'existe pas encore ça. Donc on n'a pas envie de le mettre en équilibre sur une étagère prêt à tomber. Et on n'a comme pas envie de prendre de risques inutiles avec cet objet précieux qui est l'autre. Ça, c'est pour son degré de tolérance. On a le droit d'aller faire du saut en chute libre si on veut. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas envie de l'exposer inutilement à des maladies qu'on peut prévenir. Et ça, on le sait aujourd'hui. Donc, s'il y a des choses qu'on peut faire pour justement éviter que l'excès de poids nous amène à des complications, ben, c'est notre responsabilité, quelque part, de ne pas mettre notre vase en équilibre. Par contre, si on a un objet précieux qu'on ne peut pas renouveler, je pensais au vase parce que j'ai le vase Ming en tête, là, faut pas qu'il tourne, tu sais. Mais on ne veut pas non plus le garder enfermé à ne rien faire, quoi. Si on a un objet précieux, on veut qu'il puisse quelque part vivre, être exposé aussi. Je trouve que c'est cette nuance-là qui est à aller chercher. C'est pour ça que j'aime bien cette image-là de vous aviez un objet auquel vous teniez beaucoup, là, vous l'enfermeriez peut-être pas tout le temps parce que vous voulez en profiter, mais vous ne le metteriez pas en danger non plus. Toujours cette question de l'équilibre, je trouve. Donc, se considérer aussi soi-même comme un objet précieux, c'est un premier pas vers s'aimer aussi. J'aime beaucoup l'image. C'est une Vraiment. image que je vais reprendre dans mon quotidien. Je pense que c'est intéressant Limite de droit. de voir à quel point on est important aussi comme individu. C'est important de le reconnaître et de l'accepter aussi. Fait que je pense que c'est un bout qui est extrêmement important. Merci de cette image. On Et de a, voir aussi
tout ce que le corps nous permet de faire. Tu sais, Oui. c'est ça aussi que c'est fascinant, comme tu le dis si bien, là, mais oui, j'adore l'image. On a une thérapie qu'on appelle la thérapie d'acceptation et d'engagement, que j'aime beaucoup, qui est beaucoup basée un petit peu hein, sur ce rapport à soi, la métaphore, etc. Puis il y a un des premiers exercices qu'on appelle la matrice dedans, où en gros, je la fais très court, on partage en quatre, puis il y a un moment, il faut mettre ce qui est important pour soi. Et puis ce qui est très drôle dans cet exercice-là, c'est que les gens ne se mettent jamais, puis moi le premier, quand je l'ai fait la première fois, on se met jamais dans ce qui est important pour nous. Alors que pour autant, on devrait être une priorité pour nous-mêmes. Puis je réaccentue le thème de la soirée, là. Il faut aussi, dans ses priorités, se considérer soi-même. C'est vrai qu'on a tendance souvent à prioriser les membres de notre famille, le travail, toutes sortes de choses, mais on s'oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis Le manque de l'unité, c'est ça. comment vous réussissez à aider les gens à aller dans cette voie-là? Je sais pas si j'y arrive toujours à nouveau. Je tente de faire. Non, mais c'est important, je pense qu'à nouveau, moi, je donne juste des conseils, et puis c'est les gens qui vont se saisir de ce qu'ils peuvent au moment où ils le peuvent pour avancer. C'est pas moi qui fais les choses. Puis ça, je pense que c'est important de le dire aussi, tous ces exercices, toutes ces choses-là qu'on donne, tous les bouquins de self-help que vous allez lire, tous les conseils que vous allez entendre, etc. Il y a plein d'infos. Ça peut nous amener à beaucoup de peur, là. Il faut vraiment prendre aussi ce qui est bon pour soi, ce qu'on peut faire au moment où on peut le faire. Il faut aussi s'offrir cette indulgence-là. Comment on amène les gens à s'aimer plus, finalement, c'est ça la question. Ah, Oui, mais des petits conseils pour que les gens qui écoutent se disent, ben, moi, quand je me regarde, là, j'aime pas ce que je suis, j'ai de la difficulté à attacher mes lacets, je suis pas capable de monter les escaliers, j'oserais pas parler devant les gens parce que je suis gênée. Souvent, on a tendance à regarder tout ce qui est négatif chez nous et avoir plus de difficulté à voir le bon. Comment vous réussissez à aller chercher le bon chez les gens? et ça peut être l'objet de psychothérapie entière. Il y a des moments. Mais par contre, il y a des petites choses qui peuvent nous aider à commencer. Là, on a parlé beaucoup du discours bienveillant avec soi-même, hein, un des exercices qui est assez facile à faire. Puis là aussi, à nouveau, quand je donne des exercices ou des tuyaux, là, on prend ce qui est bon pour soi. On ne se sent pas mal à l'aise de ne pas y arriver ou de ne pas trouver l'exercice pertinent ou de penser que je dis n'importe quoi, c'est parfait, vous avez le droit. C'est juste des choses que je propose et puis vous en faites ce que vous voulez. L'idée, c'est pas de faire une thérapie individuelle. Je le redis juste là parce que c'est important de recontextualiser. Mais il y a le dialogue interne avec ma meilleure amie, là, on en a parlé. Là, si c'était votre meilleure amie qui vous disait la même chose, qu'est-ce que vous lui diriez? Et ça, c'est très intéressant à faire comme exercice. Alors, on ne le fait pas que dans sa tête, dans un petit coin, là, en disant, ah, tu ne devrais pas te parler comme ça. On dit, ok, tu sais. On le fait à voix haute, puis faire à voix haute, ça change beaucoup de choses, là. Qu'est-ce que vous diriez à voix haute si votre meilleure amie vous disiez, hey, sérieusement, tu es bien incapable de te contrôler, ou tu vaux rien. C'est des pensées quand même. C'est sûr qu'on ne dirait pas, ah ouais, t'as raison. Mais on va le dire à voix haute. En fait, et le fait de le verbaliser à voix haute, ça aide beaucoup aussi à entendre ces choses positives sur soi-même parce qu'on a tendance comme à les mettre de côté. Donc, à se parler comme on parlerait à sa meilleure amie. Ça, c'est un exercice que moi, je trouve intéressant. L'exercice du miroir, je vous en ai parlé. L'exercice du vase, ou en tout cas de se considérer comme un objet précieux, c'en est un bon aussi. Il y a le journal de bienveillance. On parlait d'autocompassion. S'écrire chaque jour des choses bienveillantes sur ce qu'on a fait dans la journée. Moi, j'aime ça aussi. Il y a s'écrire une lettre dans le futur. Ça, c'est un bel exercice aussi qui peut parfois être un petit peu plus engageant. C'est qu'est-ce que je dirais à mon moi futur qui aurait réussi? Intéressant. C'est-à-dire comment je m'imagine que je serais dans le futur si j'avais réussi, si tout était possible. Ben ça va nous aider à développer une vision positive de soi-même dans l'avenir et puis de noter des éléments qui vont nous aider à y aller. Vous savez, c'est un peu l'idée de les changements, c'est un marathon. Moi, j'aime cette idée-là, je dis souvent ça. Puis, je vais vous prendre deux métaphores que j'utilise beaucoup, et puis après, je pense que j'aurais plus besoin de voir personne en consultation, j'aurais tout donné. Mais le marathon, c'est pas quand on est sur la ligne de départ qu'on apprend à courir. C'est un marathon, un objectif, ça se travaille, ça s'entraîne, ça se programme, ça se prépare. C'est pas vrai que les gens qui réussissent dans la vie sont arrivés comme ça, et puis bam, c'est faux. Ça, c'est une espèce d'image que nous laissent les médias en tête, là, que changer, c'est facile, etc. C'est pas vrai. Un marathon, ça s'entraîne avant de se courir. Moi, je courrais jamais un marathon dans ma vie. Je le sais, je n'ai pas du tout les capacités pour. Mais si je me donne un défi, si je me donne un objectif, je vais essayer de planifier les choses pour y arriver. Et puis parfois, c'est un coup de chance qui va faire que ça réussit, et tant mieux. Mais en tout cas, si je ne me suis pas préparé, c'est pas vrai que la chance va me faire que tout apparaisse dans ma vie. Tu sais. Donc, c'est ça, c'est pareil, je veux dire, les changements de comportement, tout ça, ça apparaît pas d'un coup. Puis l'autre image que j'aime beaucoup, c'est que si un jour, là, en fait, vivre dans une image négative de soi, vivre dans cette stigmatisation qu'on a internalisée, etc., c'est comme avoir appris à parler français toute sa vie. D'accord. C'est comme la langue qu'on a appris, la société nous a appris que
bah, c'est parce qu'on était gros, on était nuls, on était fainéants, on n'était pas capable de faire quoi que ce soit, etc. C'est pas mes propos, hein, attention. Donc, on a comme appris ça, puis on comprend à un moment donné qu'on en a marre de parler cette langue-là et qu'on a comme envie d'apprendre un nouveau langage. Puis je prends l'exemple du coréen. Alors, quand j'étais en France, je prenais l'exemple d'anglais, parce que les Français de France, on est mauvais en anglais, là, mais là, je prends maintenant d'autres langues. Euh, on décide d'apprendre un nouveau langage. Bah, là aussi, à nouveau, ça se travaille, ça s'apprend, ça se pratique. Ça se pratique. Et on en revient sur tous les exercices. Et puis surtout, on n'oublie jamais notre langue natale. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on a appris dans notre éducation, ce qu'on nous a mis, martelé en tête, ben, on ne va pas l'oublier, ça ne va pas disparaître. Par contre, on peut choisir de ne plus employer cette langue-là. On peut choisir de ne plus se juger négativement. Même si la pensée vient, même si la pensée que t'es nul vient, on peut se dire, OK, mais en fait, j'adhère plus du tout à cette pensée-là. Donc, je vais choisir de parler autre chose. Puis, c'est souvent ce que je dis, moi, quand j'interviens auprès des professionnels de santé. Et puis, moi, il m'arrive encore, ça fait on parlait de ma passion. Moi, j'ai commencé à accompagner des personnes qui vivent avec de l'excès de poids et qui ont des souffrances liées à cet excès de poids depuis 2013, je pense. J'ai commencé vraiment. Enfin, puis j'en fais mon cœur de métier depuis de nombreuses années maintenant. Et il m'arrive encore, des fois, quand j'arrive dans ma salle d'attente, d'avoir des préjugés qui apparaissent dans la tête. Et honnêtement, j'adhère 0% à ça aujourd'hui. 0%. Mais ça pop. C'est parce qu'on m'a toujours dit ça, parce que j'ai appris ça dans ma culture, etc. Et je ne vais pas me flageller d'avoir cette idée-là. Par contre, je veux dire, OK, tu sais, rien à faire de ça. Puis maintenant, je veux dire, elle passe. Je sais qu'elle sert, elle passe. Mais ça nécessite encore régulièrement des efforts. Et puis, c'est normal. Enfin, on va pas non plus, on parlait de l'autocompassion, là, être dans un jugement négatif de soi parce qu'on a hérité d'une idée. Par contre, on devient responsable de la maintenir et de la pérenniser. Ou de la nommer et de la changer. C'est ça que moi, je trouve important. C'est-à-dire que, bon, on peut avoir plein de choses qui popent dans la tête. On peut avoir plein de jugements négatifs sur soi parce qu'on nous les a appris, parce qu'ils sont là. Mais on peut aussi prendre note qu'ils sont là et juste dire qu'on n'est pas d'accord avec. Et décider de parler une autre langue. On n'oublie pas notre français, mais on peut choisir de parler une autre langue. Ça, c'est notre responsabilité. Ce que j'aime beaucoup, Sylvain, ce que tu as nommé aussi l'idée du carnet, ce que j'aime, qui est complémentaire, je trouve, à l'exercice du miroir, c'est que le carnet, on a des traces. Donc, des journées où ça va moins bien, là, permets-toi là, d'aller refeuilleter tous tes bons coups. Parce qu'il y en a plusieurs. Tu en as nommé plein d'exemples, mais je trouve que c'est l'essentiel du carnet, c'est entre autres ça, ça laisse des traces. Ça laisse des traces de notre évolution, ça laisse des traces de notre amour pour soi. Et Chantal Benoît a aussi écrit un moment dans le chat l'amour de soi, de se mettre à l'agenda. Et je trouve que c'est quelque chose que souvent on omet. Tu l'as dit, Tammy, on priorise plein d'aspects, plein de gens de notre entourage. Des fois, on s'oublie, ben, ah, j'ai pas le temps, ah, j'ai pas le temps. Mais de dire, de se donner des défis à notre mesure aussi. Si là, tu n'as jamais fait de sport, hein, va prendre une marche, écoute un podcast, rends-toi à l'arrêt stop et reviens. C'est tout. Aujourd'hui, ce sera ça. Puis je vais l'écrire dans mon carnet que je suis allée marcher jusqu'à l'arrêt stop, puis je suis revenue, puis j'étais contente. L'autre fois, ah, OK, je vais me rendre au deuxième arrêt où je vais faire le tour du pâté de maison. Ah, OK, écouter un podcast. Tu sais, des fois, dire, ah, moi, je suis de celles qui n'aiment pas aller marcher parce que j'ai l'impression de tourner en rond. Mais je sais que c'est bien. Donc, ce que je fais, je me mets un podcast et je marche durant, par exemple, je me dis, OK, 10 minutes cette fois-ci. Oh, OK, ah, ben là, le podcast est intéressant. On va marcher encore un peu. Donc, je trouve de se donner ça. Moi, les podcasts, je les écoutais juste lors du sport. Fait que ma motivation, moi, c'était de connaître la suite du podcast. Donc, c'était, OK, ben je vais sortir. Des fois, un des déclencheurs qui a été pour moi, c'est d'aller faire du sport ou de la marche, mais avec des amis. Des fois, la motivation n'est pas là, puis tu fais, ah ouais, mais ça demande un effort physique, c'est vrai. Puis tu l'as dit aussi, Tammy, chacun a ses défis, je vais dire ça comme ça. Tu sais, dépendamment, il y en a qui partent de plus loin, il y en a qui partent de moins loin. Puis je me dis, en ayant cette motivation-là, pas d'y aller à reculons, mais de dire, ah, je m'en vais avec mes chums de filles, je m'en vais avec mon amoureux, je m'en vais, OK, je vais aller prendre une petite marche. Puis quand c'est assez, ou d'aller faire du yoga, ou, tu sais, c'est pas juste d'aller courir un marathon, faire du sport ou de l'activité physique, c'est aussi ça. Puis tu l'as dit, Sylvain, le bien-être mental, c'est incroyable à quel point ça fait du bien, puis que ça fait du bien. Donc, c'est bien, Chantal Benoît, là, je trouvais que l'idée de Oui. se mettre à l'agenda, c'est Et bien. c'est ça. Ça aussi, c'est un exercice que moi j'aime beaucoup. Mais en fait, on parle de plein d'exercices finalement qui sont. Vous avez, en fait, je trouve ça génial parce qu'il y a plein d'outils de psychothérapie qui émergent spontanément. En fait, les ressources, vous les avez tous en vous là. Et puis, on n'a pas tous les mêmes ressources. Là, j'ai vu qu'il y avait plusieurs commentaires sur j'ai essayé ça, ça marche pas. Parfait. Ce qui compte, c'est d'avoir essayé, de s'être donné ce moyen-là. Si ça marche pas, mais on va essayer autre chose. On va pas, à nouveau.
se flageller, c'est mon expression du Ouais. soir, parce que ça n'a pas marché, mais on peut essayer une nouvelle chose. C'est pas grave de ne pas arriver. Ce qui est important, c'est d'essayer. C'est d'ailleurs pareil, en thérapie, souvent, l'objectif, ça va être d'essayer un exercice, pas de le réussir. Ouais, on ne va pas remettre cet enjeu de performance-là alors qu'on essaie de cultiver autre chose. Et prendre rendez-vous avec soi-même dans l'agenda, c'est hyper important. Puis je partage un exemple personnel. Moi, à 40 ans, j'ai décidé de me relancer, enfin de me lancer dans l'apprentissage du saxophone, parce que mes parents m'avaient toujours interdit. Puis bon, bref, histoire triste, là, j'ai perdu mes parents. Je me suis dit, bah, je vais aller apprendre le saxophone à 40 ans. Sérieux, 40 ans, deux enfants à la maison. C'est pourquoi? Mais j'adore, c'est mon temps de 45 minutes une fois par semaine. Je n'ai jamais le temps de pratiquer à la maison. Écoute, ma prof de saxophone a compris que c'était même pas la peine d'espérer que je pratique entre deux. Mais c'est pas grave, je me prends ce plaisir-là, j'y vais, j'ai jamais envie d'y aller, ça me saoule, c'est pas le bon moment, j'ai des milliards de choses à faire. C'était juste avant là, de faire la soirée. Mais je trouve le temps, je me dis, allez, je m'accorde ça à moi. Puis quand j'y suis, j'adore ce moment-là. C'est un peu cette idée-là. Oui, ça va nous paraître une contrainte, c'est compliqué, on n'a jamais le temps de quoi que ce soit, etc. Mais si on ne se met pas à son propre horaire, si on ne se met pas dans sa liste de priorités, si on ne se met pas dans sa liste de choses importantes, mais, tu sais, personne ne va le faire pour nous. Et puis, si je peux me permettre, souvent avec mes patients, quand je leur demande de me parler d'eux positivement ou de me dire c'est quoi leur qualité, souvent, il y a un silence complet pendant 2, 3 minutes, puis je leur dis toujours, qu'est-ce que les gens disent de vous? Ah, ben mon mari dit que je suis drôle, que je suis dévouée. Ah, OK. Qu'est-ce que votre mère dit? Qu'est-ce que vos enfants disent? Qu'est-ce que... Fait que je vais chercher un peu le pouls des autres pour remettre le positif un peu. Des fois, je leur dis, là, je suis votre futur employeur, puis je vous êtes en entrevue. Parlez-moi de vous. Ce serait quoi votre meilleure qualité? Qu'est-ce que vous pourriez me dire pour vous vendre si je voulais vous engager? Fait que des fois, ils me disent, ah, puis là, ils me sortent un paquet de choses incroyables. Je leur dis, ben, pourquoi c'est pas venu tantôt, ça? Ah, ben, j'y avais pas pensé ou j'ai pas l'habitude de parler de moi comme ça. Fait que des fois, c'est de dire, ben, écrivez-les quand les gens vous disent quelque chose de positif. T'es donc bien drôle, tu ris tout le temps, t'es toujours de bonne humeur. Si t'étais pas au travail, ça serait donc plat. Écrivez-les, ces commentaires-là. Puis dans les journées difficiles, ben, ou à tous les matins en vous levant, regardez ce que vous avez de positif pour dire, ben moi, je commence ma journée en me disant, wow, je suis drôle, je suis généreuse, je suis passionnée, je suis intelligente, je suis dévouée. Ça commence bien la journée. Fait que je pense que c'est des petits trucs comme ça qui permettent aux gens de dire, hey, je suis autre chose qu'un poids sur une balance. Ça me fait penser, là, on a beaucoup parlé de choses très cérébrales, très intellectuelles, et puis, tu sais, je dis souvent, là, avec les psychiatres, pour penser que c'est facile de parler, là, les gens arrivent en consultation. Euh, on n'est pas toujours obligé d'être aussi dans quelque chose d'aussi intellectuel et par la pensée. Là, moi, j'ai des journées où je me sens nul, imposteur, en me disant, mais je sers à rien, tu sais, je comprends même pas pourquoi les gens viennent me voir en consultation. Ça m'arrive, hein, moi, ce genre de pensée-là, là, ça arrive à tout le monde, hein, puis croyez pas que qui que ce soit est un de ces pensées-là. Et puis parfois, ben, on a juste envie de se mettre sous une couverture chaude, de prendre du temps pour soi, d'aller se prendre une douche, d'aller faire une marche, etc. Donc parfois, passer par le corps, se réapproprier ce lien au corps, c'est essentiel. Une bonne douche chaude, et puis la douche chaude, c'est pareil, profitons-en pour justement, quand je dis se remettre en contact avec son corps, c'est ça, hein. Prendre une fleur de massage, passons du temps, puis on en parle beaucoup après la chirurgie bariatrique, se réapproprier son corps, se remettre en lien avec lui-même. C'est des enjeux, c'est chirurgie bariatrique ou perte de poids. Donc, se passer des fois, simplement, c'est arrêter d'être dans le cerveau et de revenir dans le corps. On en a parlé à travers l'activité physique, et c'est parfois le meilleur moyen de gérer ça. On n'est pas obligé toujours d'intellectualiser tout, là, et puis d'être dans un espèce de coaching positif, en disant, ah, ça va bien aller. Des fois, on a juste envie de souffler, puis c'est très bien aussi, ça se respecte. Je prends souvent l'image, une autre de mes images que j'aime beaucoup, c'est l'électrocardiogramme. Vous savez, un électrocardiogramme plat, c'est pas bon signe. On ne veut pas qu'il soit plat. On veut qu'il batte un peu. Là. Et puis la vie, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des émotions positives, il faut qu'il y ait des émotions négatives, hein. L'émotion, c'est un signal de réaction face à l'extérieur, face à la pensée. C'est normal, c'est fluctuant, une émotion. Ça passe et ça revient. Et ça, c'est normal, c'est un ECG, c'est un cœur qui bat. On aime ça. Mais un truc qui serait plat, même en montant, même en descendant, ou plat, c'est pas bon. C'est-à-dire que si ça devient permanent, que ça va toujours de pire en pire, etc., c'est là où il y a raison de s'inquiéter, de consulter un professionnel de santé. D'ailleurs, dans les deux sens, hein, si ça devient trop haut ou trop bas. Mais s'il y a de l'émotion qui vit, s'il y a un cœur qui bat, eh c'est parfait. Et puis, à nouveau, on peut avoir des émotions négatives. Et une émotion, c'est pareil, c'est jamais tout à fait unique. Là. Moi, j'ai plein de patients qui me disent, mais je sais pas, mes émotions, du coup, j'ai plus tendance à vouloir aller manger parce que ça m'appelle. Ok, ben, travaillons à identifier ce que c'est qu'une émotion. L'émotion, c'est une pensée, aussi une réaction corporelle, c'est une tendance à l'agir. Et puis, on peut avoir plusieurs émotions en même temps. On peut être joyeux et triste en même temps. On peut avoir peur.
et être joyeux. Il y a plein de choses qu'on peut avoir en même temps. L'émotion, c'est jamais clair. Et puis parfois, on ne sait même pas dire ce que c'est comme émotion. Puis c'est souvent quand on ne sait pas dire ce que c'est que là, on va passer plus par le corps. Et c'est très bien. Je suis d'accord. Puis souvent, on a tendance à se flageller. On parlait souvent de ce mot-là, mais oh mon Dieu, je me suis dit un mauvais mot, j'ai pensé encore une fois que je n'étais pas capable. Fait que tu vois bien que je suis bonne à rien ou j'y arriverai pas. On a C'est tendance comme de beaucoup, généraliser. effectivement, on a beaucoup tendance à aller beaucoup sur ce qu'on ne fait pas correct plutôt que de dire, ben c'est pas grave, aujourd'hui, là, j'ai envie de rester dans mon lit avec ma couverte chauffante, de faire plein de choses, d'écouter de la musique, de me reposer, puis demain, j'irai marcher. C'est correct aussi de se dire, aujourd'hui, je m'accorde ce que j'ai besoin, puis aujourd'hui, j'ai besoin de ce réconfort, j'ai besoin de ce repos. Je pense que l'écoute de son corps, on n'est pas bon là-dedans. Fait que je pense qu'il faut réapprendre à se connecter à son corps. Ça, je pense que c'est la partie la plus importante. Puis d'écouter c'est quoi mes besoins à moi, plutôt que de dire, ben, je vais regarder les besoins des autres, puis par la suite. Fait que je pense que le retour à l'agenda est super important pour ceux qui en utilisent, que ce soit dans le téléphone, dans l'ordinateur ou papier. Marquez-vous des petits mots. À midi, c'est à moi de moi. Euh, des fois le matin, des fois le midi, des fois le soir. Comme ça, c'est moins routinier. Ça vous permet d'être capable de dire, ben, ça va être juste une fois par semaine, mais c'est déjà beaucoup une fois par semaine quand on pense à soi une fois par année. Fait que prenez du temps, puis prenez le temps d'inscrire, puis de vous dire, ben, j'ai le droit de vivre ma journée avec des fluctuations. C'est correct que j'aille moins bien, que j'aille bien ou peu importe. Je pense que ce sont des petits bouts qui sont importants. Quand on parle d'amour de soi puis de compassion, par rapport à nous, par rapport aux membres de notre famille, parce que malheureusement, souvent, la majorité des gens qui vont assister à ce type d'événement, ce sont des gens qui vivent avec la maladie. Donc, il faut transmettre un peu ce message-là à l'extérieur aussi pour les gens qui ne vivent pas nécessairement de cette maladie. Comment on peut penser que de partager les connaissances par l'amour de soi, par la compassion, va aider à long terme à aider les gens dans un meilleur état de bien-être, de gestion, de maladie, de cette maladie chronique qui a un impact global? Comment on peut penser que d'inculquer cet amour de soi et sa compassion-là peut avoir vraiment un impact à long terme? Je sais que c'est une grosse question, là, mais Ben, je pense que l'amour de soi, là, ça influence assurément la relation qu'on a entre notre corps, l'alimentation, le mode de vie. Tu sais, on l'a dit, on l'a répété, de prendre du temps pour soi, que ce soit au niveau des activités, que ce soit du bien-être, de s'asseoir, de lire. Oh mon Dieu, de prendre un moment, comme tu l'as dit, Tammy, je suis pas bien, c'est pas une bonne journée, je prends soin de moi. Puis demain, je vais aller marcher, mais d'écouter son corps, ça, je trouve que ça aide. Et après, de le nommer ça à l'entourage. Je ne suis pas paresseuse. Aujourd'hui, ça va moins bien. Aujourd'hui, je prends du temps pour moi autrement. J'apprends à m'aimer autrement qu'au-delà de j'ai besoin parce que je me dis quand on va dans l'excès, je l'ai fait beaucoup, à dire OK, je fais des régimes juste de shake, je bois que ça. OK, non, là, je vais jeûner pendant. OK, là, ça ne marche pas encore. Je faisais beaucoup, beaucoup d'excès. OK, maintenant, là, je vais m'entraîner là, 5 fois par semaine. Puis là, je peux aller une journée là, je ne suis pas correcte, je recommence à zéro, ben ouais. Fait que je me dis, mais si on amène là langage, une autre façon de voir, puis de dire, comme tu l'as dit, d'aller dans la parcimonie, de dire, OK, ben ouais, je peux aller aujourd'hui, mais tu sais quoi, mon chum, je suis fatiguée aujourd'hui. Puis ça fait en sorte que après, je me sens moins mal parce que je me sens mieux. Je m'approprie qui je suis, puis je suis attentive à mes besoins. C'est un peu la même chose dans mon cas, c'était pour la nourriture aussi. Je mangeais sans me poser de questions. Mais là, c'est d'apprendre à, OK, hey, mais j'ai plus faim. OK, attends, j'apprends aussi le corps, tu sais, à ressentir le corps. Je trouve ça aussi que c'est ça le bien-être, l'amour, d'apprendre à se connaître beaucoup. Donc, ben, c'est ça, je pense que c'est de divulguer, de nommer aussi à notre entourage l'amour de soi différemment. Puis le lien qu'on a avec notre corps, là, super important, à plein de sphères, pas juste physique. Pas juste physique. Là, il y a comme plein de chapitres qui pop en même temps. Là, puis je pense qu'on est 3 ans. Tu sais, juste, c'est important là, quand on parle
du lien, de comment on explique ça. Là, parfois, il faut se permettre de replacer la question où elle est. Par exemple, moi, je demande jamais, tu sais, qu'est-ce que vous avez mangé ou est-ce que la relation, est-ce que l'alimentation, comment ça se passe pour vous? Je demande toujours comment se passe votre lien à l'alimentation. On peut questionner d'autres choses, on peut se permettre de renvoyer d'autres choses. L'autre question, tu sais, il y a ce film-là où, j'ai perdu le titre, où cet enfant décide d'aider trois personnes et puis demande à chaque personne qu'il a aidé d'en aider trois autres, puis c'est comme d'améliorer le monde comme ça. Alors, on n'est pas dans un monde de bisounours, là, et puis l'effet boule de neige, il a ses propres limites, mais je pense que communiquer, communiquer par d'autres biais, c'est-à-dire que moi j'ai cet exemple incroyable qui m'est arrivé une fois, là j'avais donné ouais, une espèce de truc sur Facebook, là, puis je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? T'as comme du temps perdu, etc. Puis un jour j'ai une patiente qui m'a dit, hey, mon chum il a regardé votre interview, et puis du coup, mais il a compris ce que je vivais depuis des années. Et ça a juste été ma réussite de l'année. Juste me Wow. dire qu'à travers ça, on arrive à influencer. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a plein des médias de communication, il y a plein de supports, etc. Partagez-les, dites aux gens, écoute, moi, je n'arrive pas à te l'expliquer, on est dans une impasse de communication. Non, on ne lit pas comme ça, on dit, tu me saoules, je comprends pas ce que je dis. On va voir ça. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que dans une relation, dans un duo, dans un trio, dans une relation de groupe, ben, souvent, on est bloqué dans notre communication. Et parfois, utiliser d'autres supports, faire appel à d'autres pour expliquer quelque chose, ça peut être aussi une bonne façon de dire, écoute, tu sais, moi, je vois là qu'on ne communique plus, ça sert à rien. Moi, ce que tu me dis, c'est trop douloureux pour moi, puis j'arrive pas à trouver ma place. Regarde, va te renseigner, tu sais, puis on revient, on en reparle après, tu sais, parce que moi, là, c'est trop difficile. On peut se permettre de faire ça aussi. Donc, vous voyez, c'est ça un peu, je trouve, quand tu dis qu'est-ce qu'on peut faire, et puis c'est un peu le World Obesity Day, l'idée de comment on peut changer le système. Mais je pense que c'est, tu sais, à petits pas de fourmi, là, en travaillant, en diffusant, en expliquant. Et puis tant mieux, à chaque fois, il y a des gens qui vont s'en saisir. Peut-être que ça va être qu'une personne dans l'année, puis tant mieux, c'est déjà ça le prix. Et puis juste l'autre chose, c'est l'autre truc qui pop là, parce qu'on a parlé d'estime, d'image de soi, tout ça, là, c'est tout un peu confus, tout ça. Je pense que c'est vraiment important aussi, on a beaucoup parlé de l'image corporelle, en effet, de ce rapport à soi-même. Faut comprendre qu'il y a comme toujours plusieurs étapes, là, hein. C'est un jeu de domino ou des pelures d'oignon, en fonction de l'image qu'on veut, là, tu sais, où tout va venir se superposer. Puis commencer par être neuf vis-à-vis de soi-même, de son corps, de s'apprécier, etc. C'est la première étape, c'est que la base. Puis après, on va rajouter à ça ce qu'on appelle l'estime de soi, l'affirmation de soi et la confiance en soi. C'est tous des niveaux différents, hein. L'image de soi, c'est comment je me perçois moi-même, en tant que corps, mais aussi en tant qu'individu, valeur, etc. L'estime de soi, c'est qu'est-ce que je pense valoir. C'est comme une équation, ce que je pense que je devrais être et ce que je considère être. Et vous comprenez bien que si je m'imagine qu'à mon âge, là, je devrais être un chercheur cité dans 45 Lancet, à faire des conférences à travers le monde, un bon père de famille, un médecin qui a du temps pour ses patients, etc. Vous voyez, une espèce d'Einstein disponible pour consulter tout le temps et qui en plus a le temps de partir en vacances 3 semaines avec ses enfants. Mais tu sais, mon estime de moi ne peut être que basse, parce que dans la réalité, quand je me constate moi, je me dis je suis un imposteur, je ne sers à rien, etc. Donc vous voyez, ce rapport-là, on va tendre à le réduire. Et c'est ça qui va aider à reconstruire l'estime de soi. Et puis le niveau d'après, parce que l'estime de soi, c'est encore qu'un palier, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est comment je peux agir dans le monde de façon sécuritaire. Comment je peux prendre la décision de devenir acteur sans craindre de m'effondrer ou de prendre le retour de bâton. Et ça, tout ça, ça se construit étape par étape. Là aussi, il faut comprendre que si l'image de soi est effondrée, si l'estime de soi est basse, si la capacité à affirmer ses droits et ses besoins n'existe pas parce qu'elle n'a jamais été apprise, bah, tu sais, c'est pas demain qu'on va se lever en disant hey, je viens de perdre du poids, je me suis fait opérer d'une chirurgie, tout va changer dans ma vie. Tu sais, oui, ça va aider, bien sûr que ça va aider, on le sait, le poids, le regard des autres de la société, etc. L'incapacité de faire certaines choses quand on a un excès de poids. Mais tu sais, pour autant, il faut travailler ça parce que ça s'améliore pas. Et ça, il y a plein de petits tuyaux là, il y a plein de bouquins qu'on peut trouver. Moi, j'adore les bouquins de Russ Harris, qui a écrit beaucoup, qui est de la thérapie ACT. Il y a Frédéric Fanger aussi, qui a écrit des livres qui s'appellent Oser, Oser, thérapie de la confiance en soi, affirmez-vous. Enfin, il y en a comme vraiment plein des petits livres de self-help. Là, je suis sûr que vos libraires pourront vous conseiller. Puis, les professionnels de santé aussi devraient avoir des ressources. Je pense que ça aussi, on devrait tous travailler à s'appuyer. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ça se bâtit. Ça se bâtit. Mais comment on fait pour y arriver, si on parle de couche d'oignon, là, mais dans une société où on passe notre temps à se faire juger, où on entend des commentaires négatifs, comment on fait pour arriver à ça avec toutes les barrières qu'on peut croiser dans notre quotidien? Est-ce que tu as une réponse de vécu? Non, non, mais parce que, tu sais, on l'entend beaucoup. Des fois, les gens disent, ah, là, j'ai appris à m'aimer, mais là, quand je vais à quelque part puis que j'essaye un vêtement, des fois, les gens me disent, ah, ça, madame, ça vous ira pas bien. Ou là, tu essaies de la. Tu
tu étais confiant de toi, tu arrives pour avoir un emploi, puis on te dit, ah, je pense Hmm. pas que ça va fitter, tu n'es pas l'image qu'on voudrait avoir pour notre compagnie. Comment on fait pour lutter à travers ça? On essaie d'augmenter, d'avoir une meilleure image de soi, confiance en soi, estime de soi, mais on passe notre vie à se faire rabattre un peu. Comment on réussit à passer au travers de tous ces obstacles-là? Bon, là aussi, hein, c'est comme tout des champs. C'est vraiment. Euh, on ne peut pas changer le monde en un coup de baguette, là je le redis. Et puis oui, je me suis promis que j'employais pas de mots trop crus là. Des gens bêtes ou limités, on va y faire face. Ok. La question, c'est est-ce que c'est important leur avis pour moi? Tu sais, la vendeuse qui me dit que c'est pas ma taille, là, est-ce que vraiment son avis va changer quelque chose dans ma vie et est important pour moi? C'est ça, on ne se la pose pas, hein. On vit l'humiliation, on vit l'émotion. Et c'est très bien, on vit l'émotion. Nommons l'émotion, respirons un coup. Je me suis senti humilié, je me suis senti honteuse, je suis très en colère. Tu sais. On peut mettre au masculin, d'ailleurs, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi je me masculin. Je me suis senti humilié, je me suis senti honteux. Je respire un coup, ça c'est aussi le stop and breath. Je prends le temps de constater ce qui est là. Tu sais. Ok, tu sais. Maintenant, est-ce que ça c'est aussi important que ça pour moi? Est-ce que ça, quand je vais rentrer ce soir à la maison, que mes enfants vont me sauter dans les bras, que mon chat va être là, que mon chien va être là, ou que je vais me mettre en face de mon miroir et je me dire, hey, t'es assuré aujourd'hui au boulot, est-ce que cette remarque-là va avoir autant d'importance? Tu sais, oui, elle va en avoir parce qu'émotionnellement, elle m'a impacté. Une émotion, ça redescend. Probablement, c'est comme, je ne veux pas employer des termes trop galvaudés, là, mais tu sais, ou faire c'est comme, c'est du racisme en fait, hein, c'est la même problématique que quand on fait face à du racisme ou quoi que ce soit. Tu sais, ça me met de l'émotion toujours parce que je suis d'accord, c'est un vrai défi de tous les jours. Là. Et puis quand on avance avec nos patients et qu'ils s'effondrent à cause de ça, moi, ça me rend tellement dingue. Là. Tu sais, mais remettons les choses là où elles sont. Quelle est l'importance de cette réflexion, de cette remarque pour moi aujourd'hui? Quand on se fait refuser un emploi, c'est compliqué, c'est dur. C'est un gros coup dur, c'est de la discrimination, ça ne devrait pas exister. Je n'ai pas de recette miracle pour faire changer ça. Par contre, quand c'est une remarque à la con ou quoi que ce soit, enfin, j'ai dit- et ben on la passe. On peut se dire, ok, il a probablement ces choses à porter. Oui, mais je pense que juste le fait de dire est-ce que c'est important pour moi ce qu'ils viennent de dire, je pense que c'est je pense que le meilleur conseil, je pense qui est important, ça nous permet de dire à quel point c'est vrai qu'on prend pour acquis ce que les gens disent, c'est vrai, puis c'est la vérité Mhm. absolue. Fait que je trouve ça super intéressant. Si vous avez des questions, il reste juste 2 minutes. N'hésitez pas à les marquer dans le chat pour qu'on puisse en partager, qu'on puisse répondre à vos questions. Ne vous gênez pas. On a essayé de vous insérer dans notre discussion tout au long. Je me disais aussi, si vous voulez avoir des sujets dans les prochaines séances ou avoir des séances avec des sujets que vous aimeriez qu'ils soient abordés, je n'hésite pas de les mettre dans le chat pour qu'on puisse en tenir compte puis élaborer. N'oubliez pas que c'est pour vous. Donc, ne vous gênez pas de mettre des sujets qui vous touchent, que vous aimeriez ou apprendre à connaître plus de choses sur un sujet par rapport à un autre. On le sait, par exemple, que l'épicerie coûte extrêmement cher. Comment on peut faire pour manger sainement avec les contraintes qu'on a, comment on fait pour cuisiner. Fait que gênez-vous pas, ça peut être n'importe quel sujet sur n'importe quel type de truc. L'important, c'est vraiment là, Vous outiller. de vous outiller puis de répondre à vos besoins. On est là pour vous surtout. Et il reste juste 1 minute. Je voulais vous dire merci à vous d'être présents. On le fait pour vous. Merci d'être là, de participer dans le chat. C'est extrêmement gratifiant de pouvoir vous lire puis de vous laisser participer comme ça avec nous. Là. C'est vraiment un honneur de pouvoir partager avec vous ces ateliers-là. C'est le premier. J'espère que vous serez présents au prochain. Donc, gênez-vous pas de passer des commentaires. Je pense que Pretty va vous envoyer aussi un lien. Fait que vous allez pouvoir répondre, inscrire ce que vous aimez. S'il y a des trucs que vous n'avez pas aimés, gênez-vous pas aussi. C'est notre premier. Donc, on peut changer la structure. Cynthia et moi, on va s'adapter à vos besoins. Donc, ne vous gênez pas. Je voulais vous remercier, docteur Issetta. Avez-vous un conseil de Justement, fin de j'ai un mots? petit peu de la fin, et c'est juste remerciez-vous vous-même d'avoir pris ce temps-là pour vous ce soir. Effectivement. On peut même vous applaudir d'avoir été présent. Félicitations d'avoir été là et de vous avoir accordé effectivement ce temps pour comprendre puis d'apprendre à vous aimer aussi différemment. Juste d'être là pour vous, puis Oui,
Ça a changé. Et puis merci beaucoup de m'avoir invité. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère aussi que ça a été le cas Ben, pour vous. plaisir partagé. On reviendra avec plaisir. Et merci beaucoup à toi aussi, Cynthia. Merci Merci. d'être présente et de partager avec moi. Alors, merci beaucoup à vous deux. Et on se retrouve au mois de mai prochain. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager là, les sujets que vous aimeriez aborder. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. Merci.